Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, en direct, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on va s'intéresser, devinez à quoi? À l'impact de la crise Covid sur les salariés. Ils ont envie de renverser la table et beaucoup ont envie de devenir des indépendants. On en parle dans quelques instants à travers une étude très documentée. Smart et Réglo, on en parlait beaucoup avant la crise Covid. La rupture conventionnelle, elle a le vent en poupe. Comment ça marche? Pourquoi ce dispositif est-il tant plébiscité par les salariés, mais aussi par les employeurs? La pause café, la crise Covid, ben oui, Fanny Griesmer vient de nous en parler. Les femmes plus impactées encore que les hommes par cette crise. Analyse et diagnostic avec Fanny. Et puis le cercle RH, ça sera un grand entretien aujourd'hui avec la chef du département emploi et compétences innovation sociale de l'OCDE. État des lieux à travers 37 pays sur les stratégies en matière d'emploi, mais pas seulement. On parlera de tourisme, qui est un sujet très important pour certains pays, mais aussi de culture. On en parle trop peu de la culture. Quelle est la stratégie de ces 37 pays en matière de culture et de relance économique, évidemment? Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, qui est un sujet central à la fois pour le réseau associatif, mais aussi, vous le savez, pour le gouvernement. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. L'impact de la crise Covid, c'est un sujet récurrent ici dans notre émission et vous le savez, et on s'intéresse à cet impact sur la transformation, du salariat, la manière dont les salariés pensent leur avenir, pensent l'après-Covid évidemment. On en parle avec Florian Steck. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Drag & Survey, je l'ai bien dit? Vous l'avez très bien dit. Où est-ce que vous l'avez inventé ce mot? Où est-ce que vous l'avez créé? Alors en fait, quand vous créez un questionnaire sur notre application, vous faites du drag and drop, vous glissez les éléments de questions dans l'interface de construction du questionnaire. Donc on l'a appelé Drag and Survey. Donc c'est très intéressant. Vous avez créé le concept de l'entreprise, puis vous avez trouvé le nom ensuite. C'est bien Exactement. Cela. Parfois on trouve le nom et là c'est l'inverse qui s'est produit. Exactement. Drag and Survey, c'est intéressant parce que c'est pour ceux qui ont besoin d'un questionnaire dans une entreprise, on a parfois envie de sonder les cœurs. C'est ça votre mission. C'est un logiciel qui permet de pouvoir sonder les cœurs, faire des questionnaires. Exactement. En fait, aujourd'hui, Drag & Survey, c'est plus de 130 000 utilisateurs actifs sur la plateforme. Donc on a 6 ans d'existence et en 2020, un Français sur 20 a répondu à un questionnaire créé sur notre application. Donc c'est assez important et l'objectif aujourd'hui, c'est d'être sur le marché français, mais aussi de partir sur l'international en étant le leader technologique des questionnaires en ligne. Alors on l'entend bien, c'est une technologie, mais aujourd'hui et ce matin, vous êtes venu nous parler d'un élément qui est assez intéressant parce que vous avez implémenté votre technologie avec Malte, qui lui, je dirais, a une source évidemment très importante. Et en implémentant Malte et Drag & Survey, vous avez sorti une étude qui est passionnante puisque vous avez demandé à tout le fichier de Malte, à tous ceux qui sont chez Malte, quel était leur rapport au salariat. Qu'est-ce qu'il en sort de cette étude qui est passionnante? Alors en fait, Malte aujourd'hui, c'est une marketplace qui regroupe plus de 230 000 consultants. Et ces consultants, ils mettent leur expertise à destination d'entreprises qui ont besoin de talent pour réaliser des projets. Et Drag & Survey, c'est des questionnaires en ligne. Et en fait, quand vous créez un questionnaire sur Drag & Survey, vous avez un mode de diffusion qui est le panel. Vous avez plus de 3 600 000 Français. Donc nous, on a Ça fait rêver tout institut de sondage, ça. Exactement. Ouais. Donc nous, on a interrogé notre panel avec l'expertise de Malte, justement pour déterminer l'impact de la Covid-19 sur l'envie de devenir freelance. Pour être concret, puisque vous savez, c'est un peu la formule à la télévision, on demande souvent le panel. Alors, la base de votre étude, c'est un panel de combien, là? Alors, c'est un panel de plus de 1000 personnes, répartis sur 4 CSP. Donc, on a interrogé les cadres, les professions intermédiaires, les employés, les personnes sans activité professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort que les salariés en ont un peu ras-le-bol? Alors, c'est assez intéressant. On ne savait pas trop à quoi s'attendre quand on a sorti cette étude. On pensait que l'impact de la Covid aurait donné envie de sécurité, d'aller dans le salariat pour sécuriser son salaire, pour sécuriser son accès au crédit, à l'emprunt. Et en fait, 43% des personnes qu'on a interrogées souhaitent devenir freelance dans les prochains mois. Et donc, on a une échelle de temps de 5 catégories. Donc, ça va de moins de 3 mois à 12 mois et plus. Et si on zoome... Florian, c'est le délai qu'on se donne pour renverser la table. Exactement, pour devenir freelance, exactement. Et si on zoome sur les personnes dont la probabilité de devenir freelance est la plus importante, c'est-à-dire moins de 6 mois, parce qu'en dessous de ce délai, on n'est plus dans la réflexion, on est plus dans l'amorçage, ça représente 41% des personnes qui souhaitent devenir freelance. Et si on dézoome sur l'ensemble du panel, ça représente 18% des panélistes. Donc c'est un volume qui est assez important. D'abord,
Bon, vous n'êtes pas sociologue, hein, vous vendez une technologie, mais je pense qu'après, vous avez essayé de décrypter. Ça veut dire quoi de notre univers, de l'univers dans lequel vivent ceux que vous avez interrogés? Il y a un ras-le-bol, il y a envie de quoi? De plus de liberté? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il en sort? Alors, ce qu'il en sort, c'est qu'on a été un peu plus loin, justement, que poser la question de devenir freelance. Et la crise de la Covid-19 a été un élément déclencheur pour 73% des personnes qui souhaitent devenir freelance. Donc, c'est assez important. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'impact de la Covid n'a pas été négatif. Parce que les personnes qui souhaitent devenir freelance, pour près de 82% d'entre elles, ils souhaitent devenir freelance par choix, contre 18% par défaut. Donc en fait, on se rend compte qu'on est vraiment dans un environnement où le modèle du salariat convient de moins en moins, et l'explosion des projets numériques qui ont lieu avec le premier confinement, le télétravail massif, la digitalisation des entreprises qui ont eu besoin de se réinventer, on est vraiment dans un environnement propice pour le freelancing. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants avec la responsable de l'emploi à l'OCDE, d'ailleurs, qui fera écho à votre étude, parce qu'on voit que l'automatisation, la numérisation, il y a quoi? Il y a une dilution du sens au sein des emplois salariés, et qui a peut-être envie de retrouver du sens. Vous le retrouvez, ça, dans l'étude? Oui, tout à fait. Alors déjà, le freelancing s'appelait aux jeunes. Près de 40% des moins de 30 Très ans à la mode, ouais. Souhaitent devenir freelance. Et après, on se rend compte qu'on n'est plus dans un modèle linéaire où en fait on devient salarié, on gravit les échelons. Quand on veut vraiment faire un gap de salaire, on change de structure. Non, aujourd'hui, on devient salarié, on acquiert de l'expérience, de la technique, on devient freelance, on peut se faire embaucher par une entreprise chez qui on a fait des missions et revenir dans le freelancing. Donc cette étude est visible évidemment sur votre site et puis sur Malte, pour la découvrir évidemment. Ça dit quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a une accélération et presque une révolution des mentalités à l'occasion de cette crise Covid. C'est ce qui sort finalement de cette étude. Oui, tout à fait. On est vraiment... Aujourd'hui, devenir freelance, c'est dans l'air du temps. C'est pas quelque chose de subi. On le fait pas par défaut. Juste un mot sur les délais, parce que c'est intéressant ce que vous évoquiez. Il y a la notion de délai. Je me donne 12 mois, je me donne 3 mois. Il y a parfois aussi le clic impulsif. On dit, bon, j'en ai tellement ras-le-bol que je vais devenir freelance. Et puis il y a ceux qui se donnent plus de temps pour le faire et qui y passent. On peut savoir à peu près sur le panel combien vont vraiment passer à l'acte, parce qu'il y a ceux qui tous les jours rentrent le soir du travail et disent j'en ai ras-le-bol, je vais être freelance. Et puis il y a ceux qui passeront pas à l'acte, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a les crédits, il y a un certain nombre de contraintes qui font que c'est compliqué. C'est pour ça que je me suis basé en début d'interview. On s'est vraiment concentré sur les personnes de moins de 6 mois, parce qu'on est sur quelque chose de plus réfléchi. Mais ce qui va être intéressant, c'est cette enquête, on va en faire un baromètre. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va mesurer quelle a été l'évolution, on va suivre cette tendance. Est-ce que le Covid sera passé? Est-ce qu'on y sera toujours? Est-ce que le freelancing sera moins attractif ou pas? C'est là qu'on va voir, qu'on va mesurer. Avant de nous quitter, je veux quand même que vous reveniez sur vos clients et l'utilité que vous avez, parce que votre entreprise, elle a une utilité, je dirais, sociologique, parce que ça permet de sonder les cœurs, mais d'un mot quand même sur ces cadres, il y a quoi derrière? Ils ont conscience que quand on bascule dans le freelancing, et vous l'évoquiez vous-même, parce que vous venez de la finance, on a moins accès au crédit, c'est plus compliqué, on travaille plus. Est-ce qu'il y a cette donnée-là où il y a un petit côté, j'en ai tellement marre que je suis prêt à me jeter dans le vide? Non, en fait, clairement, les personnes qui souhaitent devenir freelance, déjà ce qu'ils reprochent à leur entreprise, pour près de 26% des personnes, c'est un manque de visibilité sur le futur. C'est ça. En deuxième position, pour 22% des personnes interrogées, c'est un salaire trop bas. Et en troisième position, pour 19% des personnes interrogées, c'est un manque de flexibilité et d'autonomie. D'accord. Ce qui est marrant de voir, c'est que dans le top 3 des motivations, 40% des personnes interrogées souhaitent avoir plus de flexibilité et d'autonomie. Et en deuxième position, c'est un meilleur équilibre vie pro, vie perso. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que le télétravail a aussi obligé les managers, et ça on le voit, à lâcher du lest et à donc donner plus d'autonomie. Je pose la question à l'envers, est-ce que ce Covid ne fait pas réfléchir le salarié en se disant, après tout, j'ai trouvé un équilibre un peu sympa avec le télétravail, je suis toujours salarié, mais pas dans une relation de subordination aussi dure, et je m'y retrouve. Est-ce que ça ne va pas atténuer un tout petit peu l'étude, en se disant qu'après tout, ce télétravail, c'est pas si mal? Ouais, non, mais clairement, le top 3 des motivations pour devenir freelance, c'est pour 40% des personnes, c'est plus d'autonomie et de flexibilité. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment un niveau de confiance qui est important dans ce nouveau choix de carrière. Près de 44% des sondés affirment avoir un niveau de confiance élevé ou très élevé dans le fait de devenir freelance, et seulement 2,7% des personnes interrogées l'estiment faible à très faible. Donc, vous voyez, alors après, bien évidemment, il y a des craintes. La crainte principale pour 35% des personnes, il faut l'entendre. C'est la peur de ne pas trouver de clients. Bah oui. Ça reste quand même important. J'ai envie de vous dire, c'est même la base, non?
même pour vous. Enfin, je veux dire, vous avez créé votre entreprise il y a 6 ans. Quand on l'a créée, on l'a créée en général avec 1 ou 2 clients. Je ne sais pas comment vous avez démarré votre structure, mais on a quand même 1 ou 2 clients pour démarrer. Tout à fait, ouais, tout à fait. Après, on ne devient pas freelance en sortant d'école. Donc on acquiert de la technique, on a un réseau, et après vous avez des plateformes comme Malte où vous pouvez vous référencer, et comme ça vous avez accès à des entreprises. Je retiens cette étude, il faut aller la voir, parce qu'elle nous dit quelque chose de notre société et de son évolution. Et puis je retiens le baromètre, puisque vous allez évidemment pouvoir faire une étude à N1, N2, et on va comparer évidemment les évolutions. C'est intéressant, Drag & Survey, vous l'avez dit avant et au tout début de l'entretien, la prospective c'est quoi pour vous là? Parce que vous avez 6 ans, j'imagine que vous avez envie d'élargir le spectre. C'est quoi les objectifs là avant de nous quitter? Alors les objectifs, donc sur l'année 2020, un Français sur 20 a répondu à un questionnaire créé sur Drag & Survey. L'objectif, c'est de passer à un Français sur 10 sur l'année 2021. On a plus de 80% des entreprises du CAC. Donc là, on est très bien implanté en France. On va continuer à s'étendre, notamment en développant des nouvelles technologies, notamment notre intelligence artificielle. Et là, on part de manière assez agressive sur les pays de l'Est, les États-Unis, l'Angleterre. Et là, on vient d'ouvrir le marché brésilien. Bon, je ne vous ai pas trouvé trop agressif pendant l'entretien, ça va, c'est commercial, c'est l'agressivité commerciale. Merci Florian, je précise quand même que vous avez monté cette entreprise, cette belle entreprise avec votre frère. Roman, qui est avec vous dans l'aventure de Drag & Survey. Allez voir l'étude de Malte, vous qui êtes DRH, vous qui êtes même sociologue, ça donne beaucoup d'indications sur l'état d'esprit des salariés. Merci Florian d'avoir fait un détour par Smart Job. On va vous suivre, puis l'année prochaine, vous revenez avec ce baromètre. Avec plaisir. Ça sera l'occasion de savoir où vous en êtes, si votre politique agressive a porté ses fruits. Tout de suite, c'est la pause café avec Fanny Griesmer. On va s'intéresser à la crise Covid. On s'intéresse en particulier aux femmes, on en parle beaucoup sur ce plateau. Elles ont un peu une charge mentale supérieure aux hommes et on va en parler avec Fanny, c'est la pause café et c'est tout de suite. La pause café, légèrement avancée, ça arrive parfois dans l'entreprise. On avance la pause café parce qu'on a une réunion. On a envie de partager un petit moment de convivialité. Et puis parce que parfois la réunion s'accélère et qu'on avance la pause café. Donc nous avons avancé cette pause café avec grand plaisir, Fanny. On parle des femmes, on en parle beaucoup sur ce plateau, de cette fameuse charge mentale. Comment cette... et pas que d'ailleurs. Et pas que la charge mentale. Comment cette pandémie Covid, depuis 1 an maintenant, on la vit depuis 1 an, a accentué les inégalités hommes-femmes? Alors déjà, c'est... Au global, ça a quand même accentué, renforcé les inégalités sur tous les plans. On a fait également apparaître de nouvelles sociales et économiques. Parmi les premières concernées, les femmes. Et la situation est d'autant plus choquante qu'elle n'a rien d'éphémère, car la pandémie pourrait retarder effectivement l'égalité femmes-hommes de plus d'une génération. C'est considérable. Alors c'est vrai que la pandémie a apporté comme un miroir grossissant en fait sur les inégalités de genre. Dans son dernier rapport chiffré publié le 31 mars dernier, le Forum de Davos nous apprend effectivement que l'indice de l'égalité des sexes aurait de nouveau reculé en 2020 à cause de la crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons actuellement. Il faudrait compter désormais 135,6 années pour espérer entrevoir la parité à l'échelle mondiale. Autant dire un renvoi au calendrier grec. On ne le verra jamais. À l'échelle mondiale, il faut préciser que c'est différent dans les pays, j'imagine, européens. Le monde d'après, donc c'est un monde qui va à reculons? Ah oui, totalement, car on recule encore par rapport à l'estimation faite l'an dernier, c'est-à-dire avant la pandémie. Il faudra 36 années de plus pour espérer combler globalement les disparités de genre sur le plan sanitaire, éducatif, mais aussi politique et économique. Il faut dire que le Covid et les différents confinements n'ont fait qu'exacerber les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes, a fortiori sur le plan professionnel, les femmes de plus en plus nombreuses à se retrouver au chômage, soit à cause de la pandémie elle-même, soit en raison des mesures mises en place pour enrayer sa propagation. Un chiffre révélateur sur le front de l'emploi, celui de la perte des emplois chez les femmes qui aurait atteint 5% en 2020 selon le BIT, contre 3,9% chez leurs homologues masculins. On perd plus son emploi. Le Forum a établi aussi un classement au sein duquel, il faut le dire, la France ne brille pas. Brille pas du tout même. Alors on a un classement avec plusieurs entrées. Alors sur le plan d'une part de l'égalité femmes-hommes, la France se retrouve effectivement au 16e rang du classement mondial. On a 156 pays, donc 16e
On peut se dire que c'est pas trop mal. 20e place concernant la parité sur le plan politique, une nouvelle baisse à noter par rapport à l'an dernier. Autre indicateur mesuré, et là c'est un petit peu plus effrayant, celui de l'écart salarial, où là la France se place à la 58e place. Effectivement, le revenu estimé des Françaises ne représenterait encore que 71% par rapport à celui des Français. Le plan de relance épinglé lui aussi par la Fondation des femmes. Oui, la Fondation des femmes qui estime dans son dernier rapport que le plan de relance oublie largement les femmes et privilégie les secteurs où elles sont sous-représentées. Sur les 35 milliards alloués en France au plan de soutien sectoriel, seuls 7 milliards seront investis dans les emplois où les femmes sont largement présentes. Par exemple, le soin, l'éducation. Sauf que quand on regarde ces métiers qui étaient en première ligne, notamment pendant le premier confinement, on retrouve qui ? Les infirmières, un métier où il y a 87% de femmes. Et oui. Les aides-soignantes, 91% de femmes. Les aides à domicile, 97%. Les agents d'entretien, 73%. Ou encore les caissières, 76%. Et puis on en a parlé, notamment mardi sur notre plateau, la charge mentale qui s'est nettement alourdie et qui pèse sur qui ? Sur les épaules des femmes. C'est ce que note le Boston Consulting Group dans l'une de ses dernières études. Le BCG qui évoque un retour en arrière inquiétant pour les femmes et note par la même occasion les limites de la généralisation du télétravail. Les femmes en télétravail qui ont plus de risques d'être fréquemment interrompues. Ça aussi, on l'a dit mardi sur le plateau, avec des enfants qui vont plus naturellement vers leur mère. Plus interrompues que les hommes et qui sont moins nombreuses à disposer finalement d'un espace bien à elles, isolé pour travailler sereinement. Ouais, bien sûr. Ainsi, 34% des femmes en télétravail s'estiment sur le point de craquer ou de faire un burn-out. C'est 21 points de plus que les hommes. Alors c'est vrai qu'elles sont plus nombreuses à culpabiliser aussi, car dans cette difficile conciliation vie pro, vie perso, le compte n'y est pas du tout. D'une part, la culpabilité de ne pas avoir assez de temps de s'occuper de ses enfants, et d'autre part, le poids des responsabilités à la maison qui pèsent sur leur capacité à performer au travail, d'assurer toutes leurs missions. La double journée, et j'ai envie de vous dire la double peine. Oui, c'est la fameuse double peine, effectivement, des femmes, qui a finalement peu évolué des articles qu'on lisait il y a un an dans les colonnes du Monde. Le constat était là et que finalement, il n'a pas beaucoup évolué. La situation empire. Bon, écoutez... 135,6 années. Oui, les femmes ont un petit peu de route, évidemment, avant de... C'est sur l'ensemble de la planète, il faut le préciser. Oui. Je pense que les chiffres au sein de l'OCDE, puisqu'on va en parler dans quelques instants, mais au sein de l'Union européenne, doivent être un tout petit peu plus faibles. Je l'espère. On vérifiera d'ailleurs. Merci Fanny pour cette petite pause café avancée. Smart et Réglo, c'est votre rubrique juridique. Elle est concrète. Vous la connaissez, vous qui êtes salarié ou chef d'entreprise. On appelle ça la rupture conventionnelle. Mais qu'est-ce que c'est ? On en parle beaucoup. Elle est plébiscitée. Elle l'était avant le Covid. Elle l'est aujourd'hui encore un peu plus. Pourquoi ça marche si bien, cette rupture conventionnelle ? On en parle tout de suite avec un avocat et il nous rejoint. La rupture conventionnelle, Kesako, on en parle beaucoup, on en parlait beaucoup avant la crise Covid et on en parle encore plus aujourd'hui. Maître Lionel Vuidard, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialiste en droit social, droit du travail au cabinet Linklaters. Merci d'être là. D'abord, sur le cadre juridique, indépendamment du Covid, qu'est-ce que c'est la rupture conventionnelle ? Écoutez, la rupture conventionnelle, c'est un dispositif qui a été créé en 2008, donc maintenant on commence à avoir un petit peu de recul. C'est un mode autonome en fait de rupture du contrat de travail par lequel l'employeur et un salarié vont conclure d'un commun accord une rupture. Donc ça se distingue du licenciement et de la démission parce qu'on n'est pas sur une rupture imposée. Un licenciement, ça va être l'employeur qui va imposer la rupture. La démission, ça va être le salarié. Là, d'un commun accord. De gré à gré. De gré à gré, exactement. À ne pas confondre avec la rupture conventionnelle collective qui a été introduite plus tardivement en 2017, où là on est sur une réorganisation de l'entreprise avec comme point commun un volontariat au départ. Un volontariat, ça c'est important. Le gré à gré, il évite quoi ? Parce qu'en 2008, il y avait cette idée quand même sous-jacente de fluidifier la rupture. C'est-à-dire la possibilité, on l'entendait beaucoup à l'époque, on ne peut pas se séparer d'un collaborateur, c'est lourd, c'est des procédures, ça bloque. Là, avec cette rupture conventionnelle, on peut dire quoi ? Ça va plus vite ? Ça fluidifie le marché du travail ? Ah oui, complètement. De toute façon, la rupture conventionnelle, ça a connu un grand succès assez rapidement.
Et en effet, les parties se sont emparées de cette nouvelle modalité de rupture. Année après année, on a vu le nombre de ruptures conventionnelles augmenter. Et ça a permis, en effet, aux entreprises et aux salariés qui étaient volontaires au départ, en alternative à une démission, par exemple, beaucoup de salariés maintenant... Où on ne touchait rien. Exactement. Vont essayer de négocier une rupture conventionnelle. Ça permet aux salariés de bénéficier notamment du chômage et d'une indemnité de rupture qui est au moins égale à l'indemnité de licenciement. C'est ça. Donc c'est quand même une rupture avantageuse pour le salarié. Il faut qu'elle soit évidemment acceptée par l'employeur, parce que il y a parfois l'employeur qui soumet cette proposition aux salariés. Il y a souvent quand même, globalement en statistique, arrêtez-moi si je me trompe, c'est plutôt le salarié qui vient démarcher son DRH en disant si vous me proposiez une rupture conventionnelle, je ne serais pas contre. Ça se passe plutôt comme ça dans la vraie vie. Oui, en pratique, c'est vraiment les deux côtés. Vous avez soit en effet le salarié qui a un projet personnel ou qui a un nouveau job et qui se dit finalement, au lieu de démissionner, je vais essayer de négocier une rupture conventionnelle. Mais ça peut être aussi l'employeur qui va approcher le salarié et lui proposer un départ, parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Un licenciement, vous savez, il faut un motif, il y a potentiellement un contentieux derrière. Une rupture conventionnelle, on est sur quelque chose de très cadré. On passe par la case administration, mais généralement, l'administration vérifie simplement que l'indemnité est suffisante et ensuite donne son accord. C'est la DRETS, qui est la direction régionale, qui vient vérifier. C'est quoi les abus possibles? Parce qu'il y a quand même une autorité administrative qui vérifie. C'est quoi, quel est le risque d'abus? Puisque c'est du gré à gré, c'est du droit privé en quelque sorte. Alors l'administration va vérifier qu'il y a un véritable consentement du salarié. C'est ça. Donc exactement. Donc notamment s'il y a un contexte très conflictuel, bien qu'en principe ce ne soit pas une cause de refus en tant que tel, mais s'il y a par exemple un harcèlement caractérisé, l'administration ou derrière le juge, en cas de contentieux, peut annuler la rupture conventionnelle. Elle va aussi vérifier, l'administration, le montant de l'indemnité de rupture, l'identité des parties et essentiellement que le consentement des salariés a été éclairé. Il faut préciser, Maître, que lorsqu'on signe une rupture conventionnelle, on signe aussi un document qui nous empêche, pour être très clair, de nous retourner ensuite, 6 mois plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que c'est une clause très précise qu'on fait signer aux salariés en disant... Voilà, vous signez, vous prenez un chèque, vous prenez ensuite vos indemnités chômage, mais ensuite, il ne faut pas vous retourner contre l'entreprise. On est d'accord? Alors, je vois faire la moue. Oui et non, parce qu'en réalité, la rupture conventionnelle, en tant que telle, ce n'est pas un document qui va empêcher le salarié de se retourner contre l'entreprise, contrairement aux idées reçues. C'est pas facile pour un salarié de se retourner contre l'entreprise une fois qu'il a signé la rupture conventionnelle, parce qu'il faut qu'il prouve en quelque sorte un vice de consentement. Mais vous avez quelques décisions, par exemple, s'il y a un contexte de PSE et que l'employeur n'a pas informé le salarié, il peut éventuellement essayer de se retourner contre l'entreprise. Dissimulation de l'information. Exactement, on est sur du dol, sur un vice du consentement. Il est aussi possible au salarié de complètement librement de contester tout ce qui concerne l'exécution de son contrat de travail. Par exemple, un salarié qui veut réclamer des heures supplémentaires, un rappel de bonus, quand bien même il aura signé une rupture conventionnelle, il pourra librement derrière réclamer, contester. C'est pour ça d'ailleurs que souvent en pratique, les parties concluent une transaction, mais la transaction ne pourra pas porter sur la rupture, puisque, comme vous l'avez dit, par essence, elle est consensuelle, mais la transaction portera sur l'exécution du contrat de travail. C'est avantageux pour l'entreprise sur le plan financier, parce qu'il y a un vrai débat. Il y a eu comme ça des charrettes, comme on dit, de rupture conventionnelle. Ça marche bien en ce moment? Vous le sentez que les ruptures conventionnelles sont bien utilisées dans cette période Covid, ou vous sentez une petite baisse? Comment ça se passe là en ce moment pour vous, concrètement? Alors, il y a toujours beaucoup de ruptures conventionnelles, ça continue à marcher. Ça marche très bien. Mais on a vu en effet une petite baisse l'année dernière par rapport aux années antérieures. Il y a eu un tassement, on est autour de 425 000 ruptures conventionnelles par an, ce qui est une légère décrue. On peut imaginer que les salariés, dans ce contexte un peu particulier, hésitent un petit peu plus à accepter des ruptures conventionnelles. Il fait froid dehors, et en plus il fait froid dehors. Vous avez remarqué qu'il fait un peu plus froid. L'entreprise ne dépense pas plus, avant de nous quitter, sur le plan financier, puisqu'elle va engager cette rupture, elle va signer un contrat de gré à gré. Ça lui coûte plus cher à l'entreprise ou pas? Écoutez, en termes d'indemnité de rupture, c'est au minimum l'indemnité de licenciement. En pratique, pour que le salarié dise oui, il faut souvent mettre un petit peu plus. Par ailleurs, il n'y a pas de préavis obligatoire. Les parties vont librement choisir la date de rupture. Et donc souvent, l'équivalent du préavis est rajouté dans l'indemnité de rupture.
Après, il y a des petites différences sur le régime social et fiscal. Vous avez notamment un forfait social qui va venir s'appliquer en plus. C'est la différence avec l'indemnité de licenciement. Donc là, on parlait de l'entreprise. Pour le salarié, c'est plutôt avantageux, cette rupture conventionnelle. Elle lui garantit une sécurité puisqu'elle touchera ses indemnités chômage. Il y a une carence, hein, on est bien d'accord. Oui. Tout le monde y passe à cette carence. Oui, pour le salarié, c'est beaucoup plus avantageux évidemment qu'une démission puisque, en effet, il va bénéficier de l'indemnité chômage et il est assuré d'avoir au moins le même montant que celui de l'indemnité de licenciement. Avant de nous quitter, vous évoquiez un léger tassement, même si le dispositif est plébiscité, c'est sûrement effectivement lié au chômage partiel aussi, au fait qu'on sécurise l'emploi. On risque d'avoir une remontée de ces ruptures conventionnelles. Dès lors, on l'évoque beaucoup, qu'on retirera la prise des aides sociales. Vous êtes d'accord? Oui. Vous le pressentez en tout cas? Oui, certainement. C'est vrai que la rupture conventionnelle ne peut pas non plus être un outil massif de réduction des effectifs. Et d'ailleurs, l'administration veille à ce qu'on n'ait pas non plus des dizaines de ruptures conventionnelles qui soient... des plans sociaux déguisés. Exactement. Si on dépasse le seuil de 10, on risque d'avoir des problèmes avec l'administration et avec le juge plus tard. D'où l'importance de cette administration, de cette autorité administrative préfectorale qui vérifie que ce ne sont pas des plans sociaux déguisés, mais bien des discussions de gré à gré avec un collaborateur consentant. J'ai bien entendu le mot consentant. Merci maître Lionel Vuidard, avocat spécialiste en droit social et en droit du travail. Merci de nous avoir éclairés, puis vous reviendrez dans 6 mois pour voir où on en est exactement de ces ruptures conventionnelles. On fait une courte pause, vous connaissez notre rendez-vous, c'est le Cercle RH. On va s'intéresser avec la responsable de l'emploi à l'OCDE, c'est 37 pays dans le monde, pour savoir ce qui se passe en matière d'emploi, notamment dans l'hypothèse d'un après-Covid. Comment va se faire cette relance en matière d'emploi, de tourisme et de culture, c'est important. On parle trop peu de culture en matière de relance et ça pèse évidemment dans les PIB de chacun des pays de l'OCDE. On en parle avec elle, c'est dans quelques instants, c'est le grand entretien, mais d'abord une courte page de publicité. Le Cercle RH, notre débat. Aujourd'hui, c'est un grand entretien. On va faire un focus sur l'emploi. C'est normal, vous êtes dans l'émission Smart Job. Un emploi de la fenêtre de l'OCDE. C'est 37 pays dans le monde, des pays importants, sur des continents différents, avec des stratégies différentes en matière d'emploi et de relance, parce que nous sommes déjà, aujourd'hui dans notre émission, en train de nous projeter dans l'après-Covid. Karen McGeer, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors, on fait des rounds de rencontres avec l'OCDE. C'est important aussi de donner la parole à l'OCDE sur ce plateau. Vous êtes chef de FE du département Emploi, Compétences, Innovation Sociale à l'OCDE. Rappelons que l'OCDE, c'est 37 pays et que l'OCDE a un rôle d'aiguillon et qui propose les bonnes pratiques, de bonnes actions. Commençons par l'emploi. Sur ces 37 pays, que se passe-t-il? On est sur des continents différents. Il y a bien sûr l'Europe, il y a les États-Unis, et il y a le bloc Amérique du Sud. Quelle est la stratégie de ces pays, si on doit le dire en mots très simples? Quelle est leur stratégie et en quoi elle diffère, par exemple, de la stratégie française et européenne? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Voilà, donc d'abord, je vais juste dire que je viens d'un groupe en fait, qui s'intéresse vraiment à la géographie de l'emploi au sein des pays. Et donc là, tous les pays, ils ont des modèles pour gérer la crise et pour gérer la relance. Je pense que mon collègue vous a parlé un peu de ces grosses différences entre le modèle un peu plus européen, qui est plus question chômage partiel, et le modèle un peu plus anglo-saxon, qui est libéral. Un peu plus libéral et qui permet aussi un peu plus de souplesse. Donc, alors vous êtes américaine, je ne l'ai pas précisé, mais vous arrivez de New York. Voilà, votre histoire, c'est la banque d'affaires, et puis ensuite, vous êtes arrivée à l'OCDE, donc vous êtes une américaine, vous êtes de culture anglo-saxonne. Je suis de culture anglo-saxonne, mais presque 20 ans en France, donc je commence à me européaniser. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc, pour cette question de l'après, parce qu'on est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait. Déjà, il y a toujours le soutien qui existe dans beaucoup de pays pour que, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et donc ça, c'est très important. Il y a quand même si on a réduit le nombre de personnes en chômage partiel dans différents schémas dans différents pays,
il y a quand même toujours une crainte pour les entreprises. Karen, juste un mot, qu'on soit bien d'accord. Le chômage partiel existe aussi aux États-Unis, pour poser une question de béotien et naïve, ou il n'y a pas ce modèle-là aux États-Unis pour prendre Alors c'est dans d'autres formes. Alors, c'est vrai que la traduction de furloughed, je n'arrive pas à... Mais il y a une aide. En fait, le modèle est plus orienté vers un aide matérielle aux personnes qui n'ont plus d'emploi. Donc, en fait, c'est ça les différentes chèques, ces fameux chèques qu'ils reçoivent, qui sont assez modiques quand même par rapport au chômage partiel en France. C'est pas le même système. C'est pas le même système. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup moins, je dirais, protecteur. On est bien d'accord. Alors, il faut aussi savoir que on peut aussi souvent plus facilement trouver un travail après. Donc, le marché est plus fluide. Il y a des pros et des contre. Et donc, il y a aussi des différentes questions de priorités politiques et approches culturelles des personnes vis-à-vis les questions d'emploi. Il y a un sujet qui est très important, c'est on pense à l'emploi après. Vous l'analysez aussi à l'aune de la numérisation et de l'automatisation. Ça, vous l'évoquez dans plusieurs études importantes. Il y a 14%, on va le voir, des emplois qui risquent d'être fortement automatisés. Oui. Ça, c'est un premier chiffre. Et 32% vont être transformés radicalement par les progrès technologiques. Ça fait du monde. Et dans une de vos études, j'ai lu que ceux qui étaient en première ligne, c'était ceux qui étaient les moins diplômés, qui étaient ceux qui étaient obligés d'effectuer un travail concret, ne pas être en distanciel. Ça veut dire que ça touche qui, là, ces 14%, ces 32%? Ce sont ces fameux emplois de première ligne, sous-diplômés, sous-qualifiés? C'est eux les premières victimes? Voilà. Alors, déjà, donc ça, c'est des estimations. Et juste pour clarifier, comment on en arrive là, à ce type d'estimation? Les collègues, ils regardent quelles sont les tâches effectuées dans chaque type d'emploi, et puis quel est le risque de chaque tâche soit possible d'automatiser. Et donc, du coup, on regarde plus fortement si c'est vraiment plus de 70% qui sont probables à pouvoir être remplacés. On dit que c'est vraiment un fort risque, et ça, c'est ces fameux 14%. Si c'est entre 50 et 70, on dit que c'est plutôt, ça va changer la nature peut-être des tâches, mais ça ne va pas forcément faire disparaître l'emploi. Alors, ceux qui sont souvent les plus touchés, c'est bien, comme vous dites, les peu qualifiés sur le marché de travail. Les premières victimes. Alors, il y a quand même des emplois peu qualifiés qui ne sont pas facilement automisables. Comment dire en français? Automatisables. Automatisables, voilà, c'est pas le même en anglais. Mais c'est pas facile. Et ça, c'est souvent des travails avec la personne. Ça, j'espère que aide à la personne. Voilà, aide à la personne. Évidemment, les infirmières, les aides-soignantes. Mais eux, ils vont pas être automatisés très rapidement. Mais il faut aussi réfléchir un peu à l'avenir, parce que il y a des avancées dans les questions d'intelligence artificielle. Bien sûr. Et justement, le New York Times, le mois dernier, avait un article que les robots sont en train de venir pour filer dans le service comptabilité. Voilà. Et donc, c'est juste pour dire que pour l'instant, on a toujours dit c'est vraiment les personnes hautement qualifiées qui sont un peu plus protégées. C'est de moins en moins vrai. Mais il faut réfléchir un peu et être un peu ouvert. Et c'est pour ça que c'est vraiment important cette question d'adapter. L'OCDE, on va parler du tourisme bien sûr. Je n'oublie pas les deux thèmes qu'on évoquait. On en parle trop peu d'ailleurs du tourisme et surtout de la culture. Mais pour ces emplois dont vous savez qu'ils vont disparaître, quelles sont les propositions ou les bonnes pratiques que vous soumettez à ces États en leur disant c'est inéluctable, ces emplois vont disparaître? Quelles sont les bonnes pratiques? Et elles doivent déjà commencer à enclencher des politiques de formation, d'investir dans la formation. Quelles sont les propositions de l'OCDE en la matière? D'accord. Alors, ce qu'on essaie de voir, parce que c'est vraiment variable entre les territoires, de l'ordre de 4% des emplois dans une région à 40% dans une autre. Donc, ce que je voulais... Quand vous dites les régions, c'est les régions de l'OCDE. C'est les régions, mais les régions de l'OCDE, mais au sein des pays, il y a quand même plusieurs points de pourcentage de différence. Par exemple, en France, entre 12 et 17. Et donc, du coup, le nombre d'emplois va être différent par pays. Les secteurs touchés vont être différents. Ce qu'on dit, c'est que d'abord, il faut accepter que ça va venir. Il ne faut pas jouer l'autruche. Donc, regardez la vérité en face. Regardez la vérité en face. C'est ça. Une autre chose, c'est avec ce type de regard, anticiper un petit peu. Parce qu'on peut savoir que certains types d'activités
sont plus susceptibles. Il faut on le sait, bien sûr. Voilà. Alors, les firmes sont en train de regarder, mais les pouvoirs publics doivent également réfléchir et dans leur approche de développement économique anticiper. Alors, il y a des programmes, par exemple, en Australie, on va avoir des personnes du département de travail qui vont travailler avec les entreprises pour anticiper un petit peu. Et c'est vraiment cette opportunité d'anticiper qui va beaucoup aider. Et puis après, je dirais un autre accompagnement. Et c'est là où, selon les types de régions, cet accompagnement va être plus focalisé sur les employés, parce que c'est une région où on crée d'emplois. N'oublions pas que c'est dans l'historique, on crée de nouveaux emplois. La question, c'est pour qui et où. Et dans quel délai, Karen McGeer? Et dans quel délai, si je peux me permettre, si on doit sacrifier une génération entière pour faire cette transition, cette automatisation et cette numérisation, mais on voit bien qu'il y a évidemment au milieu des salariés qui ne retrouveront pas un emploi, et donc c'est un coût social évidemment pour les États, évidemment. Voilà. Je ne veux pas oublier, avant de parler du tourisme que je présente depuis le début de notre émission, sur un élément fondamental de ce Covid, c'est le télétravail. Vous l'avez analysé, vous l'avez creusé. On a un débat en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays de l'OCDE, mais certains aujourd'hui là disent le télétravail ça ne va pas tenir. On a vu la une de l'IB ou des Échos qui faisaient télétravail zen et puis on raye parce qu'en fait les gens craquent, ils sont en burn-out. Que dit l'OCDE en matière de télétravail? Est-ce que vous êtes porteur, vous l'OCDE, l'institution, de l'idée qu'il va falloir un peu plus encore le développer? Alors, ce qu'on dit d'abord, c'est que ça nous a aidés à préserver des emplois pendant la crise. Il y a des changements de comportement très importants. C'est quand même l'expérience, la plus grande expérience de travail à domicile depuis la révolution industrielle. Donc là, il faut bien la reconnaître. Il y avait quand même un très fort pourcentage de personnes. L'ancienne perspective de l'emploi que mon collègue supervise, c'était quand même 40% à peu près dans les pays, on va dire, le plus avancés de l'OCDE, qui télétravaillaient il y a un an. Donc c'est quand même très important. Il y a des pays qui étaient à la pointe sur le sujet, il faut le dire. Tout le monde n'était pas au même rythme en matière de télétravail. Il y avait des pays qui pratiquaient déjà le télétravail avant la crise Covid. Oui, mais de cet ordre-là, pas du tout. Pas du tout. Alors, entre les pays, il y a quand même une grosse variation au sein de l'OCDE. Ça peut parler de Colombie et Turquie, 20%, jusqu'à Luxembourg, 50%, qui sont susceptibles d'être télétravaillables. Et en français, ils disent part d'emploi susceptible d'être effectué à distance, un peu plus longue. Mais c'est juste pour dire qu'on a cet potentiel. On a une variation très importante entre les zones rurales et les zones urbaines, et ça, je ne veux pas qu'on oublie, parce que là, ça peut mener aussi des questions d'égalité territoriale. Et égalité, on peut en parler. C'est vrai en France. J'ai vu dans votre tableau que c'était la Basse-Normandie qui avait peut-être le plus de mal à pouvoir se connecter. Et l'Île-de-France, on le sait, la région Île-de-France, qui est la plus dynamique en matière de capacité de télétravail. Voilà, alors ça, c'est dans des emplois qui sont susceptibles de pouvoir être télétravaillés. Alors, la réalisation, ça, c'est autre chose. Ça va dépendre un peu aussi de l'infrastructure, de la possibilité de réaliser, la culture des entreprises, etc. Ce que nous essayons de voir également dans ces questions, parce que je travaille dans un groupe qui essaie de réfléchir sur la géographie d'emploi. Et on essaie de dire, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les grosses agglomérations, les parties un peu périphériques, et puis les zones rurales un peu plus reculées. On nous dit que ça va développer les zones un peu plus rurales ou intermétropolitaines, donc non pas les grandes agglomérations, mais des zones plus petites, parce que les gens vont peut-être commencer à se déplacer un peu plus. Est-ce que ça, c'est une tendance que vous constatez? Alors ça, c'est un peu tôt à dire pour les déplacements permanents, parce que c'est un peu difficile de commencer à tout déménager en même temps. Ce qu'on essaie de voir, c'est que dans les grosses villes, c'est bien évidemment avec le confinement, beaucoup de pertes de potentiel d'emploi, surtout dans les secteurs de services qui servaient. Si les gens vont à ce qu'on anticipe, mais on n'a pas de boule de cristal, c'est qu'il va y avoir une espèce de hybride. C'est-à-dire que les gens vont peut-être télétravailler un peu plus et aller aussi au bureau. Un petit peu. Et donc peut-être on a fait un peu comme le boucle d'or. Peut-être pas assez, peut-être un peu trop, et on va trouver le juste milieu. Et c'est là où on peut en parler.
ces opportunités et défis vont être un peu différentes selon le type de territoire. Alors, vous le plébiscitez, le télétravail, c'est compliqué, l'OCDE n'est pas là pour donner une bonne note aux États, il faut quand même le préciser, hein. Vous faites des propositions et des bonnes pratiques. Est-ce que vous, l'OCDE, au sein de l'ensemble des membres qui se réunissent autour de votre nouveau secrétaire général, qui est australien, ancien ministre des Finances, il a été nommé élu il y a quelques semaines. Et qui a des origines européennes. Et qui a des origines européennes, voilà. En effet. Est-ce que vous plébiscitez ce télétravail? Est-ce que vous dites c'est l'avenir? Alors, c'est pas à nous de décider. Hein. Bien évidemment, ça va être beaucoup les firmes et aussi les pouvoirs publics qui vont peut-être inciter, encadrer. Alors, ce qu'on dit, c'est que pendant la crise, bien évidemment, il y avait déjà des améliorations ou des changements pour accompagner au niveau des cadres réglementaires. Parce que avant, en fait, c'était une question de passer de l'opportunité à la nécessité, et maintenant on va essayer de trouver un cadre. Voilà, c'est ça. Voilà, le cadre. Certains c'est pour avoir le droit d'en demander, et d'autres c'est pour avoir le droit de déconnecter. Voilà. Notre famille de soutien, c'est aider vraiment les PME, parce que pour accompagner cette digitalisation qui est nécessaire pour le télétravail, bon, il y a différents modèles. Il y avait des aides financières pour qu'ils achètent les équipements, ou même des plateformes digitales qui peuvent en utiliser. La question de sécurité devient très importante et coûteux. Donc là, il faut les accompagner. Il y avait des formations, etc., qui ont été données dans l'urgence pour cette transition rapide. Dans la continuité, il va falloir continuer avec ça pour qu'on égalise un peu le champ. Pour que les PME puissent rattraper leur écart technologique. Voilà. Je ne veux pas qu'on se quitte. Il y a deux sujets fondamentaux. Le tourisme. Alors, le tourisme, c'est un sujet terrible parce que l'étude, et je pense qu'elle est observée de très près par les États et les membres, on voit qu'il y a des pays qui sont très touristiques, je pense notamment à l'Espagne, on va en parler. Vos chiffres sont assez terribles. Baisse internationale du tourisme qui pourrait aller jusqu'à 80% si la relance ne se faisait qu'à partir de décembre, il faut bien retenir ça, et 60% seulement, recul de 60%, si on repart en juillet, compte tenu que, vu les indicateurs sanitaires, beaucoup considèrent que juillet, c'est déjà une date qui n'existe pas. Alors, je parle avec la France, je ne sais pas si au niveau de l'OCDE, vous avez des chiffres plus affinés. Comment ça se passe en matière de tourisme dans vos 37 pays? Ça représente quand même des chiffres importants de PIB pour beaucoup de pays. C'est vrai. Et vous dites assez calmement, regardez la vérité en face, il y aura en tout cas dans les 6 mois qui viennent, plus de tourisme international. On va être dans du tourisme plus local. C'est ça la tendance qui se dessine? Alors, ce qu'on a dit, c'est que les estimations étaient quand même une baisse l'année dernière de 80% de le tourisme international. Voilà, c'est sans précédent. Et le comité, comité de tourisme, c'est un des plus anciens de l'OCDE d'ailleurs. Ça, c'est intéressant à savoir. Bah oui. Et ce qui a aidé certains pays comme la France, c'est le tourisme interne qui a aidé un petit peu pour le secteur. Mais bien évidemment, il y a des changements pour les villes parce que les voyages d'affaires... Paris. Les voyages d'affaires, en plus du tourisme général, mais les voyages d'affaires, et ça pour l'après, on va voir, est-ce qu'on va se déplacer autant ? Et voilà, ça c'est une autre chose. Il y a aussi la question de ces PME, l'écosystème tout autour du tourisme. Entier de tourisme. Il y a ces questions de comment faire pour les aider pendant cette période de coupure presque complète de tourisme. Et donc là, ça fait partie des packages généraux de soutien. Mais il y a aussi parfois des aides un peu plus précises pour le secteur de tourisme. Il y a les questions organisation de cette mobilité internationale, comment les pays peuvent s'entendre sur ces questions pour faciliter ça. Et puis, comme on a dit avec l'automatisation, il y a des changements qui devaient être faits tôt ou tard. Sur les questions digitales, par exemple, sur les questions vertes, parce que la durabilité était quand même un enjeu majeur. J'ai vu en France, forcément, puisque vous y êtes depuis 20 ans, on a le débat des avions. On nous dit qu'il ne faut plus prendre l'avion. Quand on nous dit qu'il ne faut plus prendre l'avion, ça veut dire qu'on va limiter nos grands voyages, ces longs courriers pour aller à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que vous avez le sentiment, et les États se préparent à l'idée qu'on ne fera plus des voyages de la même manière? Alors, on ne porte pas de jugement sur les questions de neutralité de l'OCDE, voilà. On a bien entendu. Ce qu'on a dit, c'est que c'est quand même une opportunité de réfléchir sur les modèles où le tourisme plus vert était plus vert, mais aussi, par exemple, prenons Venise.
OK. Le surtourisme. Voilà. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des opportunités de réfléchir. C'était une ville qui se dépeuplait des résidents. Quelles sont les opportunités? C'est une vitrine culturelle incroyable. Comment lier cet avantage avec la production culturelle et créative et réfléchir à d'autres modèles. Et il y a d'autres endroits où cette question de tourisme va changer autrement, avec les attentes différentes des voyageurs, avec les attentes aussi des habitants. C'est bien parfois quand on n'a pas que des Airbnb comme voisins. Et donc, il y a vraiment beaucoup de réflexions à la fois sur les destinations et à la fois sur les voyageurs. Un dernier mot avant de vous poser ma question importante sur les pays dont vous imaginez ou estimez qu'ils s'en sortent mieux ou qu'ils vont mieux s'en sortir en matière d'emploi. Le tourisme est lié à la culture est en berne et on a le sentiment en France, mais aussi en Europe d'ailleurs, que c'est le grand oublié des plans de relance. Que dit l'OCDE en matière de culture? Cinéma, théâtre, spectacle vivant, impossibilité là aussi de pouvoir prendre plaisir dans une salle. Qu'est-ce que dit l'OCDE? Alors, ce qu'on essaie de dire, c'est que pour nous, la culture, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas juste une affaire d'un ministère dans un gouvernement. Il faut que ça soit réfléchi dans les différents plans de relance. Il y a pas mal de programmes précis pour le secteur dans différents pays. Ils ont des particularités, c'est pas juste l'exception culturelle, mais ils ont quand même des formes de contrats de travail et des types d'entreprises. L'intermittence du spectacle en France. Voilà, et donc ça exige une réflexion. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut réfléchir que la culture et les industries créatives, c'est bon pour l'économie, parce que ça aide l'innovation. Il faut savoir que c'est quand même pas juste une question de poids au niveau emploi, etc., mais c'est bon pour l'innovation, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le moral. Voilà, pour le moral, ça joue avec la santé mentale. Et c'est bon pour la société, pour la diversité, pour les questions... Donc vous dites, n'oubliez pas la culture, ne laissez pas la culture sur le côté. Ne laissez pas, et surtout, il y a tous ces effets positifs, au-delà de même juste le nombre d'emplois, qu'il faut qu'on intègre dans nos politiques. Avant de nous quitter, Karen Maguire, je vous pose cette question, parce que c'est vrai qu'elle, de notre fenêtre, nous, Français, on se dit, mais quel pays... j'allais dire, va tirer profit, c'est impropre, mais va s'en sortir le mieux lorsqu'on sera sorti de cette crise? Quels sont ceux, à travers les baromètres et les chiffres, qui ont mené ou ont la bonne stratégie? Ou alors peut-être qu'aucun pays n'a la bonne stratégie? Alors, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est dans chaque pays, il y a les différents exemples. La Colombie, par exemple... Pays qui se développe économiquement de manière incroyable. Voilà, ils ont une stratégie, ils appellent ça l'économie orange. Et donc, c'est une stratégie interministérielle, etc., qui touche les différents plans de financement des PME, de protection intellectuelle, tous les plans. Je pense que ce qui va sortir le mieux, c'est les pays qui ont dit réfléchissent à comment on peut l'intégrer dans tous les types de politiques et qu'on ne le considère pas juste... comme un secteur de l'emploi. Un secteur, parce que ça touche vraiment tout un écosystème de culture créative et même au-delà, toutes les sous-traitants dans les spectacles, etc. C'est énorme. Je pense aux États-Unis, avant de nous quitter, c'est votre pays de cœur, c'est votre pays d'origine. Est-ce que son modèle est plus agile en période de crise Covid que des modèles très administratifs comme le modèle français et d'une manière un peu plus générale européen? Sur la question de la culture non, et de l'emploi. L'emploi en général. Alors, c'est des jugements qui sont un peu durs à cerner. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie va rebondir quand il y a plus de vaccins. Surtout, et c'est les dernières sorties de notre Economic Outlook, c'est que le plus de personnes vaccinées, le plus vite que ça va répartir. Et donc, peu importe le modèle, ça, c'est très important pour y arriver. Ça, c'est la dernière étude, évidemment, que l'OCDE, c'est déjà une logique presque biblique. Il faut se vacciner, augmenter le nombre de personnes vaccinées pour pouvoir ensuite avoir la possibilité de repartir librement. Et accompagner les personnes qui sont un peu dans les positions compliquées. Karen Maguire, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci pour la maîtrise de notre langue, parce que ce n'est pas facile de maîtriser notre langue. Vous êtes en France depuis 20 ans, en charge des questions d'emploi, département emploi, compétences, innovation sociale, mais aussi sur la géographie de l'emploi. C'est important de voir évidemment comment s'organise cette géographie. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez, peut-être pour nous éclairer sur d'autres analyses, à la sortie de crise peut-être, quand on sera tous vaccinés. Merci Karen Maguire. Merci. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler des jeunes. Je sais que l'OCDE s'intéresse aussi à la politique d'insertion des jeunes, favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes. Un jeune, une solution, on en a beaucoup parlé. On reçoit notre invité dans quelques instants.
l'insertion professionnelle des jeunes, fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement, on a beaucoup parlé d'un jeune, d'une solution. David Alexandre Gava, merci d'être avec nous, fondateur d'Engagement Jeune. Racontez-moi, qu'est-ce que cette plateforme Engagement Jeune ? C'est une plateforme qui est en fait assez originale, qui est née il y a 7 ans à l'occasion d'une réunion organisée par la FEP et qui regroupait en fait des grands groupes. L'objectif, c'était juste de partager nos pratiques en matière de gestion de l'alternance. Donc, on s'aperçoit effectivement que les grands groupes font bien leur travail. On était globalement à l'obligation. Les chiffres sont bons, là. Les chiffres, oui. Alors, surtout l'année passée, effectivement, on a enfin presque atteint le demi-million d'alternants. Alors, la réunion en question datait d'il y a 7 ans. Et à l'époque, moi, ce qui m'a choqué, quelque part, à l'issue du tour de table, c'est que le taux de transformation au sein des entreprises qui ont formé ces jeunes en alternance ou en stage était très faible. Je pense que le chiffre n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire, on prend quelqu'un en alternance, mais on n'arrive pas à le transformer en emploi dans l'entreprise. Dans beaucoup de grands groupes, effectivement, c'est le cas. Donc le chiffre qu'on avait à l'époque, c'était 20 à 25% des jeunes seulement restaient dans l'entreprise de départ. Donc, pourquoi ? Vous aviez une explication ? Alors, il y a plein de raisons. Et justement, ce qui nous a un petit peu traversé l'esprit, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer le sujet. Alors, il y a trois vecteurs finalement qui nous ont animés. Premier vecteur, c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux partager ces jeunes en interne au sein du groupe de départ avant qu'ils sortent. Vous avez des groupes qui sont parfois très éclatés, qui peut-être ne gardent pas les jeunes et donc les laissent partir alors qu'ils auraient peut-être pu les recruter dans une autre équipe. Rétention de talent, c'est de l'investissement aussi, il faut le dire. On s'investit sur un jeune. Je pense qu'il faut avoir une logique un peu héroïste sur le sujet. Le tuteur a passé du temps, investi de l'argent, on donne, ce serait bien de pouvoir garder les jeunes. Et ça, c'est de ce diagnostic-là, vous partez de ce diagnostic et vous créez Engagement Jeune. Voilà, donc première étape, est-ce qu'on peut partager nos jeunes en interne mieux ? Deuxième étape, est-ce qu'on peut garder le lien avec ces jeunes pour pouvoir, quitte à les laisser partir, les récupérer quelques semaines, quelques mois plus tard ? Parce que très souvent, on ne laisse pas partir les jeunes parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'au moment où ils sortent, il n'y a pas le poste qui va bien pour eux. Quelques semaines, pas leur exactement. Quelques semaines, quelques mois plus tard, le poste peut tomber. À ce moment-là, on est démunis. On va chercher des profils à peu près équivalents sur le marché, qui sont forcément peut-être très bons, mais qui ne sont pas acculturés, qui n'ont pas développé un réseau interne, qui ne connaissent pas les outils, les process de l'entreprise. Et ce serait bien de pouvoir récupérer ces jeunes déjà formés dans l'entreprise. Donc, Engagement Jeune sert à faire ça. Et on a été sur le troisième vecteur, qui est de dire, allez, on ne va pas être naïf. 100% des jeunes formés, on va peut-être pas tous pouvoir les garder, mais est-ce que c'est pas intelligent de pouvoir mieux les partager avec nos partenaires d'affaires, notamment les PME, on en parlait tout à l'heure. Pour les reventiler, pour... Exactement, bien sûr. Des territoires sur lesquels on intervient. L'offre et la demande. Exactement. On met en relation ces jeunes. C'est ça. Je ne peux pas les embaucher moi, mais tant que ça serve à mon écosystème. Alors, je voudrais que vous me parliez du label Engagement Jeune. C'est intéressant parce que on avait l'OCDE, alors qui parle beaucoup de bonnes pratiques, puisque l'OCDE travaille sur les bonnes pratiques. C'est une bonne pratique, ça, ce label Engagement Jeune. Je pense que c'est une bonne pratique, en effet. D'ailleurs, là aussi, c'est très original. Comment c'est venu, en fait, nos clients nous ont dit à un moment donné, en fait, on invite nos jeunes, bon, ok, très bien, on constitue nos viviers, c'est super, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas, grâce à ça, leur poser quelques questions pour savoir comment ils ont vécu leur passage au sein de nos organisations ? L'objectif étant de connaître nos forces, mais aussi peut-être nos points d'amélioration. C'est de la marque employeur, ça. Comment on est regardé par ces jeunes, quoi. Finalement, le label est plutôt vu comme de la marque employeur, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont le label, et je vous dirais peut-être comment tout à l'heure le label est décerné, mais là, on peut faire mousser quelque part le fait qu'on est jeune accueillant. Mais avant ça, ce qui vraiment animait les entreprises, c'est comment est-ce que je peux m'améliorer ? C'est-à-dire, qu'est-ce que disent les jeunes de moi ? Est-ce que j'ai des forces, mais aussi est-ce que j'ai des points en creux ? Et donc, comment je peux travailler mes processus pour être encore meilleur ? Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs les jeunes quand ils sont interrogés ? Qu'est-ce qu'ils disent du ressenti, de ce qu'ils ont vécu ? Et c'est intéressant de voir le regard d'un jeune sur l'entreprise qui l'a accueilli. C'est extrêmement disparate suivant les entreprises et suivant ce qu'ils ont vécu, suivant leur niveau d'études, et de leur tuteur, suivant leur tuteur, effectivement. Alors, en fait, on a construit avec nos entreprises partenaires, donc une bonne cinquantaine aujourd'hui, un questionnaire qui va de comment moi, jeune, j'ai vécu mon expérience en termes de recrutement, d'intégration, de management, de conditions de travail, d'adéquation à la culture d'entreprise. Donc, on leur pose toutes ces questions. Et là, comme c'est un tiers de confiance externe, c'est pas l'entreprise qui questionne, les jeunes sont assez cash. Ils se libèrent. Et donc, les verbatims qu'on peut rendre très intéressant. Sont hyper riches. Une belle base de données aussi à utiliser pour l'entreprise pour améliorer ses pratiques. Tout à fait. Quantitativement, c'est une superbe étude et qualitativement, effectivement, là, comme vous dites, il se libère. Il y a beaucoup de matière qui ressort. Donc, il y a des labels qui sont attribués à des entreprises, on est bien d'accord. 24 cette année. Seken, Airbus, Malakoff, Humanis, ça c'est les 3 nouveaux entrants, c'est ça, ceux qui ont répondu aux critères du label, j'imagine. Oui, effectivement, ça, ce sont les nouveaux labellisés de cette année, effectivement. D'ailleurs, Airbus nous a rejoint l'année dernière. Qui va mal. Suez, le groupe Auchan, qui va mal, effectivement.
Voilà, toutes ces entreprises-là nous ont rejoints et l'initiative aujourd'hui ne fait que croître, donc on est plutôt content. David Alexandre Gava, avant de nous quitter, je voudrais qu'on revienne quand même sur cet engagement jeune et cette plateforme, parce que ce qui me semble intéressant dans ce que vous évoquez sur le plateau de Smart Job, c'est l'idée qu'il y a aussi possibilité maintenant pour des PME, des ETI, d'avoir accès à un vivier, puisque là on parlait de grands groupes. Absolument. Mais l'idée c'est de pouvoir permettre à ces entreprises moyennes d'accéder à ces jeunes. C'est bien ça l'objectif. Alors c'est l'objectif, d'ailleurs, grande ou petite, en mode recrutement, je cherche des jeunes pépites, des jeunes talents formés. Il faut aller sur la plateforme. D'abord, allez-y, et deuxièmement, c'est gratuit. C'est-à-dire, ça ne vous coûtera rien. Vous, patron de PME, patron d'ETI, enfin, je m'adresse à vous. Oui, bien sûr. Oui, c'est important que vous le disiez. N'hésitez pas, vous faites une demande de compte, on va simplement valider que vous existiez bien. On ne veut pas que n'importe qui accède aux données des jeunes. Et puis derrière, vous pouvez recruter de façon totalement libre et gratuite. Allez-y. Donc, on s'inscrit, je suis chef d'entreprise d'une petite, grande, très grande entreprise où j'en suis le DRH. Exactement. Je suis référencé, puis ensuite, j'ai accès à un vivier de profils qui me sont proposés. Et je vais essayer, je peux rentrer en contact directement avec eux, nous sommes bien d'accord ? Exactement. Plus, vous pouvez aussi entrer en contact avec le tuteur qui les a cornaqués quand ils sont passés via l'alternance. Pour avoir un retour. Pour avoir un retour, voilà, sur la façon, sur le savoir-être du jeune, etc. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin que simplement un CV simple. C'est une plateforme, vous l'aurez compris, gratuite, l'a dit son fondateur, c'est très important, d'une mise en relation grâce au numérique, encore une fois, c'est cette révolution numérique, entre une offre des jeunes et une demande. Allez-y, allez vous inscrire si vous êtes à la recherche d'alternants. Et puis il y a ce label pour les grandes entreprises qui donne aussi un gage de qualité en matière d'accueil de ces alternants. Puis c'est intéressant, la base de données, vous venez nous en reparler, de ce que disent les jeunes cash de leurs entreprises. Voilà, ça doit être parfois un peu gratiné, j'imagine, non ? Ça, oui, alors bien sûr, on anonymise pour que... Voilà, ça évite que... Ça évite qu'on ait effectivement du nominatif. On a posé quelques questions également, si on a encore une seconde, sur comment les jeunes se projettent. Oui, alors après. je confirme ce que vous disiez en début d'émission sur l'intérêt sur le freelancing ou la création d'entreprise. Bah oui. On voit, alors nous, pour le coup, on a le baromètre déjà, et on voit que c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance assez fortement. Autonomie, liberté, il y a de ça, hein, quand même. Je pense qu'il y a de ça, oui. Alors, est-ce qu'ils vont passer à l'acte tout de suite ? Ça, on ne le sait pas. Ce sera intéressant de suivre l'étude du confrère de tout à l'heure. Exact. On pourra certainement le dire. Ce qu'on voit également, ça c'est aussi intéressant, on pose une question, on leur demande, est-ce que vous voyez votre avenir plutôt rose, plutôt flou, plutôt noir ? Ça c'est intéressant. D'un point de vue barométrique, les plutôt noirs ne bougent pas. C'est 0,7% de la population qui dit, en tout cas des jeunes d'engagement jeune, qui disent « je vois mon avenir plutôt noir ». Ce qui baisse fortement, c'est les non-répondants. Eux se positionnent maintenant. Et c'est quoi les non-répondants ? Ils ne savent pas. Voilà. Ils hésitent entre le rose et le noir. Il y a une réponse qui dit je ne sais pas bien. Et en fait, ce qui augmente fortement, c'est flou, avec une petite dégradation du rose. Mais le rose reste très fortement majoritaire. Donc il y a de l'espoir. Donc il y a fortement de l'espoir, oui. C'est bon, ils ont beaucoup d'énergie. C'est bon de l'entendre. La jeunesse a encore de l'espoir. Merci David Alexandre Gava de nous avoir éclairé, fondateur d'Engagement Jeune. C'est une plateforme. Allez-y si vous cherchez des jeunes, des alternants, avec la garantie du tuteur qui va vous éclairer sur son parcours et son profil. C'est un plaisir de faire cette émission aujourd'hui pour parler emploi, évidemment. Merci à Fanny Griesmer, merci évidemment à Margot, merci à Pauline Gratel, merci à Kylian Soula et à Amanda Medero pour le son et Kylian pour la réalisation. Je serai là demain, évidemment, en direct. Fidèle au poste, portez-vous bien d'ici là et puis restez fidèle au programme de Bismart. Il y a du choix. Bye bye, à demain.